L'obésité est un problème de plus en plus inquiétant au Québec. Non seulement souffrons-nous d'embonpoint, mais la proportion d'enfants obèses ne cesse d'augmenter. On sait que les régimes miracles ne fonctionnent pas. On entend beaucoup dire qu'il faut manger mieux et faire plus d'exercice. Mais on découvre maintenant que même cela, ça ne suffit plus. Alors, que faire? La scientifique de l'année de Radio-Canada, Lynn Mongeau, a consacré sa vie à la lutte contre l'obésité. Elle a développé une stratégie novatrice qui redonne espoir à tous ceux et celles qui veulent trouver une solution durable à ce problème. Chez les Mongeau d'Aigle, tout le monde met la main à la pâte pour ce souper gastronomique. Brasse-la, faut pas que ça colle. Au menu, foie gras au torchon, riz de veau et crevettes géantes. Ah, regardez le monstre. Carré d'agneau, assiette de fromage et charlotte au marron. Ça va être très bon. Visiblement, on ne calcule pas les calories. Pourtant, nous sommes chez Lynn Mongeau, une spécialiste de l'obésité. Pour moi, un gâteau mousse au chocolat, qui est fait avec la bonne crème puis du chocolat de qualité, c'est un très bon aliment. C'est pas un aliment que je vais manger quotidiennement. Oui. Non seulement ici, on ne calcule pas les calories, mais personne ne connaît son véritable poids. On n'a pas eu de balance jamais. J'en ai pas non plus à mon appartement maintenant. Moi non plus, moi j'en ai pas. Cette diététiste nutritionniste a une approche tout à fait originale pour lutter contre l'obésité. Pas de balance, pas de tasse à mesurer et aucun régime amaigrissant. On peut manger de tout, mais de façon modérée. Cela fait 25 ans que Lynn Mongeau travaille sur les problèmes reliés au poids et à l'obésité. Ses recherches sur le terrain et son travail au sein de l'Institut national de santé publique du Québec ont permis de mieux cerner l'ampleur du problème et d'identifier de nouvelles pistes de solutions. Le but des gens de la santé publique, c'est pas de faire maigrir les gens, c'est pas de partir des cliniques d'amaigrissement collectif ou d'installer des gymnases à tous les coins de rue pour les grosses personnes. C'est pas ça du tout. Notre but, c'est de prévenir le gain de poids dans la population et notamment à l'heure actuelle, stopper le plus rapidement possible l'accroissement du poids dans la population. Sa carrière de nutritionniste commence en 1981. On lui demande de prendre en charge un groupe de femmes qui ont des problèmes d'embonpoint. Rien dans sa formation ne la préparait à la souffrance dont elle allait être témoin. Moi, ce qui m'a frappée, d'être une jeune professionnelle en contact avec 15 à 20 femmes qui avaient fait toutes ces diètes-là dans leur vie, qui parlaient de ce qu'elles vivaient au quotidien, de se sentir toujours coupable de ne pas faire suffisamment d'exercice, se sentir coupable de ne pas manger les bons aliments, se sentir coupable de ne pas être assez belle pour son mari, se sentir coupable de ne pas bien élever ses enfants en matière d'alimentation. Bref, la culpabilité, là, 3+. Quand quelqu'un est dans ça depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est l'histoire de leur vie, finalement. À tous les 3-4 mois, ils vont recommencer quelque chose et malheureusement, un peu inévitablement, ça tourne en échec. Et là, il y a le poids des échecs. Je ne suis qu'une grande faillite. Moi, je me dis, mais c'est abominable. Comment une femme peut-elle s'investir dans sa vie, avoir une vie harmonieuse, être heureuse, quand, dans le fond, elle a le poids de son poids et de ses années de diète? Je me dis, c'est pas possible. Moi, là, je veux pas savoir si ça va me faire maigrir ou bien... Avec une collègue de travail, elle décide de créer un nouveau programme d'intervention basé sur l'estime de soi. On y aborde tous les aspects touchant les questions de poids, de nourriture et d'image corporelle. Son cours de 14 semaines s'appelle « Choisir de maigrir ». Et avec les femmes, j'utilisais beaucoup un langage coloré et souvent, je leur disais, il faut casser la baraque. On met dehors là, toutes les vieilles affaires qu'on a essayées puis qui ne fonctionnent pas, puis on essaie des choses nouvelles. Fini les régimes yo-yo, là. Fini. Posons-nous les vraies questions. Puis la première, c'est choisir de maigrir, point d'interrogation. Parce qu'on a des femmes qui étaient à leur poids santé, mais ils voulaient maigrir pareil. 20 ans plus tard, le programme existe toujours, comme ici au CLSC Rosemont. Tout simplement, là, vous allez fermer vos yeux, puis vous allez vous représenter sans regarder ce que vous faites, tel que vous vous percevez, tel que vous vous voyez. Son but n'est pas l'amaigrissement à tout prix, mais la santé, être bien dans sa peau. Certaines des participantes décident même, au terme du programme, de ne pas maigrir.
Je suis bien comme je suis. Et là, j'ai choisi non, je ne veux pas maigrir. Je ne dis pas que je veux pas prendre de poids, mais je sais que je suis capable de bien me débrouiller maintenant, être à l'aise comme ça. Pour les autres, choisir de maigrir offre une approche de perte de poids toute simple, mais qu'on a un peu oubliée. Être à l'écoute de nos signaux de faim et de satiété. Quand on a faim, là, ça grogne, ça gronde, ça brûle, ça... Bon, donc, il y a les signaux de faim. C'est le signal pour manger. Puis tout en mangeant, quand mon estomac commence à se remplir, la digestion s'amorce, les nutriments s'en vont dans le sang et à un moment donné, on commence à sentir qu'on a suffisamment mangé. Et ça, c'est le reflet parfait avec nos besoins énergétiques. L'autre jour, on était allé au restaurant, puis à un moment donné, je mangeais, puis je disais, j'ai l'impression d'avoir mangé trop vite, de ne pas avoir écouté ma consigne. Mais on se demandait, est-ce que tu es comme trop pleine? Non, je suis comme juste bien. Fait que j'en avais laissé dans mon assiette. Je me pose la question, oui, c'est vrai, là, je suis rendue là, je n'ai assez. Au lieu de manger là, je mange là, puis... Puis un des problèmes qu'on a actuellement dans la société, c'est que, bon, il y a de la nourriture partout. On a déréglé les horaires pour manger. Or, si je mange sans avoir faim, comment puis-je avoir un signal de satiété? Si je n'avais pas de signal de faim pour commencer l'acte de manger, bien, je peux pas avoir un signal pour me dire d'arrêter, parce qu'au point de départ, j'aurais jamais dû commencer. Les femmes qui suivent le cours apprennent aussi à manger plus lentement et à déguster les aliments. C'est quelque chose que tout le monde devrait expérimenter, là, de la grosse différence de manger un chocolat qui est dur, que tu croques puis que tu avales. Tu peux en manger 15 morceaux facilement. Puis après ça, quand t'en prends un, puis que tu le laisses fondre, puis que tu le goûtes, ben c'est impossible d'en manger 15. J'ai mangé des sushis, puis il y avait des petites bulles rouges qui pétillaient. Puis là, j'étais comme un enfant. Aïe, ça pétille. Puis je suis sûre qu'avant, je les aurais mangés, puis je me serais pas rendu compte que ça pétillait. Je l'aurais comme gobé, là. 35% des femmes qui ont suivi le cours n'ont pas repris le poids perdu après 1 an. Le programme a tellement de succès qu'il est le seul recommandé par le ministère de la Santé. Lynn Mongeau décide alors de retourner aux études. Elle fera une maîtrise en santé communautaire et un doctorat en santé publique. C'est alors qu'elle découvre l'autre facette de l'obésité. Ce n'est pas juste un problème individuel, c'est un problème de société. Il faut changer nos villes, changer l'environnement pour faciliter les choix santé et rendre l'activité physique plus accessible. C'est les autos qui sont rois dans nos environnements. Les nouveaux quartiers, c'est bâti en croissant. Souvent, il n'y a pas de trottoir. Les distances sont très, très longues. Je vais aller acheter mon journal, je veux aller chercher quelque chose au dépanneur. J'ai 2-3 kilomètres à marcher. Les gens ne le feront pas ou ils vont prendre leur voiture. Donc, c'est toute une addition de petits facteurs comme ça dans l'environnement. Les portes s'ouvrent toutes seules, les escaliers roulants partout, les ascenseurs dans les édifices. On cherche l'escalier, on ne le trouve pas. Alors, les calories qu'on devrait normalement dépenser, puis qu'on dépensait il y a 25 ans en travaillant, en se déplaçant et en forçant après toutes sortes d'objets, on ne les dépense plus. Son ambition est grande. Elle veut faire changer nos environnements. Elle forme un groupe de travail sur la problématique du poids à l'Association pour la santé publique du Québec. Ces chercheurs constatent que les milieux de vie et les habitudes de la population ont changé ces dernières années. Ces transformations ont contribué à l'épidémie d'obésité, notamment chez les enfants. Comment ça se fait que les enfants grossissent comme ça? Comment ça se fait que l'obésité chez les enfants a triplé en à peu près 15 ans? Triplé? On ne peut pas expliquer ça juste par les individus font des choix. On est obligé de dire qu'il y a vraiment une conjonction de choix, mais qui sont façonnés par un environnement qui est dit obésogène. Son constat est brutal. Nous avons collectivement perdu le contrôle de notre alimentation. Nous sommes bombardés d'informations contradictoires et avons de plus en plus de difficultés à nous y retrouver. Elle sera parmi les premières à tirer la sonnette d'alarme et lance un appel à l'action. Elle mène sa bataille sur plusieurs fronts. L'école, par exemple. Elle veut redonner le plaisir de manger, même dans nos cafétérias.
Les légumes, est-ce qu'on les retrouve dans la chambre à vaisselle ou s'ils les ont mangés? Non, c'est... Ils mangent. Ils mangent. Oui, surtout la salade. Hein? Ah oui. Depuis 3 ans, l'école Monseigneur Euclide Théberge de Marieville a complètement éliminé la malbouffe et offre un menu santé entièrement cuisiné sur place. Je pense que le défi qui nous attend au Québec, au niveau de nos écoles notamment, c'est de valoriser la nourriture, de lui redonner une valeur, une importance. Alors, c'est pas juste le menu, c'est le goût des aliments, c'est le service des aliments, c'est le contexte dans lequel on mange, c'est le fait de manger dans de la vraie vaisselle, c'est de se faire servir de la nourriture par des gens qui sont fiers de leur travail, qui nous servent ça avec amour et avec le sourire. Automne 2006. Son cri d'alarme est entendu. Le gouvernement du Québec injecte 400 millions de dollars dans un plan d'action pour combattre les problèmes reliés au poids et promouvoir de bonnes habitudes de vie. C'est pour récompenser tout son travail que Radio-Canada lui décerne son prix de scientifique de l'année dans le cadre de l'émission Les Années-Lumière. Elle se prépare à mener d'autres grandes batailles. Mais elle rappelle que c'est d'abord à la maison qu'on doit transmettre le plaisir de bien manger et de cuisiner. On a été habitués à varier, puis à manger beaucoup de fruits et légumes de toutes sortes. On mange... Personne n'est difficile, on mange tout le monde de tout. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on a une bonne alimentation. Ça part de quand on était tout jeune, on allait faire l'épicerie tout le monde ensemble, puis on a des fêtes tout le monde ensemble. Nos parents aussi nous invitaient à faire la nourriture avec eux, puis ça, on avait des repas, c'est des repas de famille. Donc, on se retrouvait toujours tout le temps autour de la table. Il n'y a pas de télévision non plus dans la cuisine. Fait que c'est pas juste le plat, mais tout dans l'atmosphère aussi que ça se fait, là. Le cadre alimentaire souhaité devrait être le cadre qu'on pratique dans la maison. On n'a pas besoin de prêcher. Alors, c'est présent, on expose les enfants à ce cadre-là et, dans le fond, les enfants sont habitués, c'est ce qu'ils connaissent. Et, au fond, valorise positivement ce qu'on est en train de faire. Puis les enfants grandissent dans ça, c'est ce qu'ils intègrent. Enfin, c'est ce que je pense.